dans la guerre Israël-Liban. La mort du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, cachait un secret explosif. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Le 27 septembre 2024, le monde a découvert la fin brutale d'Hassan Nasrallah. L'annonce officielle de l'armée israélienne a eu lieu samedi matin. Selon elle, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a été tué dans les frappes massives de vendredi qui ont visé le siège du mouvement islamiste armé dans le sud de la banlieue de Beyrouth. Son chef d'état-major a promis d'éliminer toutes les autres personnes menaçant Israël. Nous n'avons pas épuisé tous nos moyens, que ce soit très clair. Nous avons encore de nombreux outils à notre disposition. Le message est simple. Nous saurons comment atteindre quiconque porte atteinte aux citoyens d'Israël, au nord, au sud et dans des endroits plus éloignés. Le Hezbollah n'a pour l'instant ni confirmé ni démenti l'annonce de la mort de son chef. Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué que le raid de vendredi avait également provoqué la mort de plusieurs commandants du mouvement chiite armé, dont Ali Karake, identifié comme le commandant du Hezbollah pour le front sud. J'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu as une totale confiance en les informations des médias mainstream? Moi, honnêtement, parfois, j'ai du mal à avoir confiance. Il y a des fois où je donne 50% de ma confiance, 70%. Mais jamais 100. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines infos qui sont saupoudrées de propagande. En réalité, tu n'as jamais la totalité de la vérité à l'instant T. Mais cette vérité totale, tu l'as à un temps plus X, Y, Z, bien après. Or, ce qui compte dans le fond, c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est le pouvoir. La vérité est l'élément qui te permet de voir les choses avec clairvoyance et de construire ton opinion de manière correcte. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de comprendre quelle était la vraie motivation derrière l'assassinat de Nasrallah. J'ai vu Benjamin Netanyahou dire que, dans le fond, s'il attaquait le Hezbollah, c'était pour libérer le peuple libanais. Mais j'ai des doutes par rapport à cette affirmation. Je pense que le vrai objectif en attaquant le Liban, c'est d'attaquer l'Iran. Pourquoi? Parce que le Hezbollah, c'est un petit peu la partie iranienne au Liban. Et le Hezbollah, au fait, c'est un petit peu un bouclier d'attaque pour les Iraniens. Je m'explique. Si les Israéliens décidaient de s'attaquer aux Iraniens, accompagnés des Américains, parce que les Israéliens ne peuvent pas se permettre d'attaquer l'Iran sans l'aide militaire et l'appui des Américains. Eh bien, s'ils venaient à toucher les Iraniens pourraient activer l'option Hezbollah, qui a une frontière avec le nord d'Israël, et qui pourrait leur envoyer une flopée de missiles. Cette incursion israélienne et ses combats, et l'Iran pendant ce temps-là. L'Iran, dont tout le monde attend une éventuelle réplique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que l'Iran est encore capable de réagir face à ce qui est en train de se passer? Moi, je ne le crois pas. L'analyse que je fais, c'est que, en fait, attaquer le Hezbollah, c'est également, et peut-être même surtout, pour Israël, attaquer l'Iran et annihiler sa capacité offensive. Parce que, contrairement au Hamas, qui est un parti sunnite, d'origine frère musulman, ancien, qui n'a pas été créé par l'Iran, mais qui a fait un accord avec l'Iran pour accroître ses capacités offensives contre Israël. Contrairement à Hamas, donc qui est un parti endogène, si j'ose dire, le Hezbollah est une création iranienne, fabriquée par les services iraniens, financée, etc. Et c'est un parti qui obéit à Téhéran, qui a été structuré comme tel pour protéger Téhéran. Pourquoi? Parce que si les Américains veulent attaquer, par exemple, les sites nucléaires à Natanz ou ailleurs en Iran, l'idée était que le Hezbollah puisse, avec son arsenal, tirer sur Israël et... Apparemment, le Hezbollah aurait environ 150 missiles. C'est une armée organisée, solide. Mais il y a un truc qui dérange les Israéliens.
Parmi ces 150 missiles, certes, il y a des roquettes. Et les Israéliens, ils ont un système de défense, le dôme de fer, pour se défendre face à une nuée de roquettes qui pourrait atterrir chez eux. Cette nuit encore, avec l'offensive iranienne, le dôme de fer a fait preuve de son efficacité. Mais quel est ce système, sans arrêt vanté par l'armée israélienne? Mis en service en 2011 à Beersheva dans le sud d'Israël, à 40 km de la bande de Gaza, le dispositif dôme de fer recouvre désormais la totalité du territoire israélien. Il a depuis intercepté des milliers de roquettes, tantôt utilisées pour préserver des sites militaires, tantôt pour protéger les civils israéliens contre les tirs en provenance de Gaza ou encore du Liban. Le dôme de fer permet de détruire en plein vol des roquettes de courte portée. Il peut intercepter des missiles dans un rayon de 4 à 70 km. Les tirs ennemis sont d'abord détectés par les radars du dispositif. Une fois identifiés, leur trajectoire est analysée par un logiciel qui permet de calculer le point d'impact probable. Si le projectile vise une zone habitée, le système décide de l'abattre en plein vol. Chaque batterie est équipée de 3 lanceurs de missiles, eux-mêmes équipés de 20 missiles d'interception chacun. Le coût de chaque missile est lui évalué à environ 50 000 $. Si le système n'est pas infaillible, avec un taux d'interception estimé entre 75 et 90%, il est l'un des atouts majeurs de l'armée israélienne. Mais il y a une autre arme qui est beaucoup plus problématique. Et celle-là, je l'avais découverte dans une vidéo de propagande du Hezbollah. المقاومة اليوم في لبنان فيما تمتلك من سلاح ومن عتاد ومن إمكانات ومن عديد ومن كادر ومن قدرة ومن خبرات ومن تجاوب وأيضا من إيمان ومن عزم ومن شجاعة ومن إرادة هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها في هذه المنطقة. Quand j'ai vu cette vidéo et que j'ai vu les tunnels, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de me dire « Mais putain, qu'est-ce que c'est large !» C'est peut-être pour faire passer des camions, faire passer du matériel, du stock, des hommes. Mais un autre élément qui m'est venu à l'esprit, c'est le Qader-1. Le Qader-1, c'est un missile balistique. La différence entre un missile balistique et une roquette, c'est qu'une roquette, c'est non guidée. Tu la lances, elle va à son point et tu ne sais pas si elle va l'atteindre. Tandis qu'un missile balistique, ça a une plus longue portée que les roquettes. Et c'est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que la précision ou la marge d'erreur d'un missile balistique, elle est entre 10 et 30 mètres. Et pourquoi c'est important cette marge d'erreur? Parce que tu vois, le Qader-1, il a un blast radius, un rayon d'action de dégâts qui peut aller jusqu'à 500 mètres, un demi-kilomètre. Donc la marge d'erreur dans le fond, elle est insignifiante. Et ce qui dérange les Israéliens, c'est que ce Qader-1, c'est une arme mobile que tu peux déplacer sur un camion pour ne pas te faire repérer et faire déplacer ce camion dans des tunnels avec différentes portes de sortie. Et donc c'est ça l'élément qui titille les Israéliens. Parce que plusieurs missiles balistiques lancés pourraient atteindre des points stratégiques militaires des Israéliens. Et ils l'auraient dans l'os. Les sirènes ont donc retenti ce matin à Tel Aviv, mais aussi dans le centre d'Israël. Au moins un missile en provenance du Liban a été intercepté. Le Hezbollah dit avoir visé le Mossad, frappe au moyen d'un missile balistique. En tout, 300 projectiles ont été tirés par le Hezbollah pour la seule journée d'hier. Pour faire un point complet, on va retrouver Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Claire, bonjour. Quelles sont les dernières informations ce matin sur ces tirs donc en direction d'Israël?
Bonjour Damien, vous le disiez, Tel Aviv et d'autres villes de la côte se sont réveillées au son des sirènes, ce qui est relativement rare dans ces villes. Le Hezbollah a revendiqué à l'instant avoir eu comme cible le QG du Mossad dans la banlieue de Tel Aviv, mais la défense anti-aérienne israélienne a intercepté ce missile grâce au système de la Fronde de David. C'est l'autre système de défense un petit peu moins connu que le dôme de fer. Que sait-on de ce projectile? Eh bien, c'est un missile sol-sol tiré depuis le sud du Liban et visant la région centre d'Israël. Il n'y a pas eu de victimes et la raison pour laquelle les sirènes ont retenti dans de nombreuses villes, c'est à cause du risque de débris suite à l'interception de ce missile. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas du tout du même type de projectile que ce à quoi Israël est habitué. Vous l'évoquiez hier, 300 roquettes ont visé le nord d'Israël, mais ces missiles de longue portée sont bien plus dangereux, bien plus difficiles à intercepter et menacent donc désormais également le centre d'Israël. Donc, un de leurs objectifs pour toucher l'Iran, dans le fond, c'est neutraliser le Hezbollah. Et c'est là qu'on arrive sur la partie militaire. Je m'explique. Les Israéliens emploient une stratégie que j'appelle 0-3. Qu'est-ce que je veux dire par là? La stratégie numéro 1, c'est d'éliminer tous les commandants, le maximum, et les leaders. Et donc on a bien vu qu'il y a plein de commandants qui ont été tués, mais également des leaders. Nasrallah, Ismaël Haniyeh, même s'il ne faisait pas partie du Hezbollah, c'est un proxy de l'Iran. Et également, il y a un élément qui m'avait marqué, c'était la mort du précédent président iranien, qui avait fait un voyage en hélicoptère lors d'un temps qui était Mossad. Mort au très haut niveau. Vous avez le président Raïssi, qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Je pense que ce qu'on peut dire pour le moment, c'est en tout cas que le temps était Mossad dans avec le jeu de mots délibéré à ce moment-là, puisque Mossad, c'est-à-dire les services de renseignement israéliens. Voilà, peut-être. Voilà, le temps était Mossad. Voilà, disons ça comme ça. Merci d'alourdir un peu. Oui, j'appuie un peu mon jeu de mots, mais c'est la pédagogie aussi. Clair, vous êtes très pédagogue, bien très bien. Ensuite, la stratégie numéro 2, c'est perturber les systèmes de communication. Ce qu'on a vu avec les beepers et les talkie-walkie. L'objectif, il est simple. C'est d'abord de semer la confusion totale. On ne sait plus où est-ce qu'on est, on ne sait pas ce qui se passe. Et on a du mal à communiquer. Et vu qu'on a du mal à communiquer entre nous, ça crée des poches d'isolement. Les messages mettent plus de temps à arriver. C'est le deuxième élément. Débute donc ce journal au Liban avec ces nouvelles explosions pour le deuxième jour de suite. Cette fois, je vous le disais, ce sont des talkie-walkie et autres appareils de transmission appartenant au Hezbollah qui ont explosé. On compte déjà 3 morts, portant le bilan total à 15. Hier, ce sont donc des milliers de beepers appartenant à des militants du Hezbollah qui avaient explosé, faisant au moins 2800 blessés. Les soupçons de l'organisation libanaise se dirigent vers Israël, à qui ils ont promis un châtiment juste. Pas de commentaires pour le moment de la part de l'État hébreu. Bonjour. Suivi ce discours d'Hassan Nasrallah, il reconnaît donc avoir subi un coup sévère, dit-il. Il y a ce que disait aussi Wissam, il promet un châtiment terrible à Israël. Que retenez-vous de cette allocution ? Moi, je retiens la pondération. Alors, ils ont reçu un coup, c'est une évidence. L'opération montée par les Israéliens est absolument incroyable. A blessé, tué toute une partie de la hiérarchie du Hezbollah, mais surtout avec la deuxième attaque en plus qu'avec les talkie-walkie, sème l'inquiétude et le doute. Et c'est ça qui est un vrai problème pour le Hezbollah. Sa hiérarchie a été cassée, ses systèmes de communication cassés, et en plus ils ne savent pas quel est le prochain coup. Et en réalité, l'addition de la stratégie numéro 1 et de la stratégie numéro 2, elle a un effet psychologique dévastateur. Pourquoi? Parce que l'objet de ces deux stratégies, c'est d'abord de briser la volonté de l'adversaire. En 2006, lorsque l'armée israélienne est entrée sur le terrain libanais, elle a fait face à des guerriers résilients, qui ne lâchaient rien, qui avaient une volonté de faire. Juillet 2006.
Le Hezbollah tire des roquettes sur le territoire israélien et envoie un commando qui tue 8 soldats et en kidnappe 2 autres. En réaction, l'armée israélienne entre au Liban et bombarde les centrales électriques, les ponts, l'aéroport. 1200 civils sont tués, des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Mais Israël ne parvient pas à anéantir la menace, perd 116 soldats et échoue à éliminer le chef de la milice chiite, Hassan Nasrallah, qui célèbre une divine victoire. En Israël, le sentiment d'échec domine. Le Premier ministre Ehud Olmert est sous pression, des commissions d'enquête sont montées pour analyser les défaillances dans la conduite de la guerre. Les conclusions amèneront Israël à adopter une nouvelle doctrine vis-à-vis de la menace du Nord, doctrine qui a été appliquée ces dernières semaines. Résultat, la chaîne de commandement du Hezbollah a été brisée, son chef a été tué et l'État hébreu apparaît plus que jamais en position de force. Raison pour laquelle les 2 premières stratégies israéliennes sont de saper le moral de l'adversaire, de faire en sorte de diminuer sa confiance, de tuer sa motivation, sa résilience, pour pouvoir ensuite entrer sur le terrain et neutraliser le maximum d'armes et la partie sud du Liban, qui est un petit peu le QG du Hezbollah. Et ça, c'est la stratégie numéro 3. Une fois qu'on vous a bousillé mentalement, qu'on a appliqué des éléments de l'intelligence émotionnelle pour saper votre morale, eh bien là, on pourra rentrer sur le terrain pour neutraliser vos armes et vous neutraliser sur votre terrain de prédilection. Mais tu vois, quand je t'ai parlé de la stratégie 0-3, je t'ai parlé de la 1, de la 2, de la 3, mais pas de la 0. La stratégie 0, au fait, cache le secret explosif dont je te parlais en introduction. Tu vois, au début de la vidéo, je t'ai passé un extrait où il y avait un chef militaire israélien qui parlait. Il avait dit un élément extrêmement important. Nous n'avons pas épuisé tous nos moyens, que ce soit très clair. Nous avons encore de nombreux outils à notre disposition. Le message est simple, nous saurons comment atteindre quiconque porte atteinte aux citoyens d'Israël, au nord, au sud et dans des endroits plus éloignés. Ce qui m'a interrogé avec les propos de ce chef militaire, c'est qu'il avait une telle confiance en lui quand il parlait, que tu avais le sentiment qu'il avait un petit peu un Waze de la guerre, qui savait exactement où se trouvait chacun de ses adversaires. Et ça, je l'ai mis en relation avec Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président iranien s'est exprimé sans susciter la polémique, comme cela avait été le cas par le passé. Pas de diatribe contre la Shoah ou contre les attentats du 11 septembre. Mais en revanche, des critiques toujours contre les Occidentaux et leur attitude dans le dossier du nucléaire iranien. La course aux armements et l'intimidation aux moyens d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive par les puissances hégémoniques prévalent. Tester de nouvelles générations d'armes ultramodernes et menacer de les utiliser le moment venu est devenu une nouvelle manière de menacer les nations pour les forcer à accepter une nouvelle période d'hégémonie. Les États-Unis et Israël ont boycotté ce discours d'une demi-heure, une allocution dans laquelle le président iranien s'est fait lyrique, se posant comme défenseur du droit des peuples. La volonté et l'avis des populations ont moins d'impact et d'influence sur le cours des choses, que ce soit en matière de politique intérieure ou de politique étrangère, et ce, aux États-Unis et en Europe. La voix des gens n'est pas écoutée, même s'ils constituent 99% de la population. Ce discours était le dernier de Mahmoud Ahmadinejad à l'Assemblée générale de l'ONU. Le dirigeant iranien est censé quitter le pouvoir en 2013 au terme de ses 2 mandats de président. Et il avait révélé que lorsque les Iraniens avaient constitué une unité anti-Mossad, anti-renseignement extérieur israélien, l'homme qu'ils avaient recruté pour être à la tête de cette unité était en réalité un agent du Mossad. Dans une interview accordée à CNN turc, Ahmadinejad a affirmé que cette découverte a été faite en 2021. Le plus haut responsable du pays chargé de faire face aux activités de renseignement d'Israël en Iran était un agent du Mossad.
Il a ajouté « Israël a organisé des opérations complexes à l'intérieur de l'Iran. Ils ont pu obtenir facilement des informations. En Iran, on garde toujours le silence à ce sujet. L'homme qui était responsable de l'unité en Iran contre Israël était un agent israélien. » Selon l'ancien président, ce haut responsable n'était pas le seul infiltré. Il a affirmé que 20 autres membres de cette unité étaient également des agents du Mossad. Ahmadinejad les a accusés d'avoir réussi à voler les documents nucléaires iraniens et d'être responsables de l'assassinat de scientifiques nucléaires iraniens. La stratégie 0, elle est là. Tu ne peux pas avoir de stratégie numéro 1, 2, 3 sans la 0. Et la 0, c'est laquelle? C'est celle dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. C'est avoir à tes côtés un Fredo Corleone, un traître, une taupe, qui travaille chez l'adversaire, mais qui dans le fond travaille pour toi. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que certaines révélations sur la mort de Hassan Nasrallah disaient que c'était un haut gradé iranien qui avait rencontré Hassan Nasrallah le jour de sa mort et qui lui avait serré la main. Or, lorsqu'il lui avait serré la main, il avait une substance spéciale sur sa main. Une substance qui pouvait être détectée par l'armée israélienne. Et dès que le gars lui a serré la main, les Israéliens étaient au courant d'où se trouvait Hassan Nasrallah et pouvaient le suivre à la trace. Et c'est là qu'ils ont décidé d'en finir brutalement avec lui. Tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué. Toi et moi, on le sait, on n'aime pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'on sait quelles en sont les conséquences terribles. Mais il y a des gens dans ce monde qui aiment la guerre, qui veulent la guerre. Et en général, ceux qui sont les plus prompts à vouloir une guerre, ce sont ceux qui sont en dernière ligne. Ceux qui savent qu'ils ne seront jamais sur le terrain. Ceux qui savent que leurs proches, leurs familles n'auront pas à prendre une arme de guerre. Par contre, toi et moi, on sait qu'on sera les premiers appelés pour aller sur la première ligne de front. Raison pour laquelle on n'a pas envie d'une guerre. Et tu vois, ce qui est marquant avec cette guerre entre Israël et le Liban, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une guerre? C'est que on a vu 3 opérations d'ordre psychologique, de l'intelligence émotionnelle. La première, c'est la propagande. L'objectif, c'est de désinformer. Pourquoi? Tout d'abord pour avoir une opinion publique qui est de notre côté. Et lorsque l'opinion publique est de ton côté et pas de celle de ton adversaire, ça sape un petit peu la confiance de ton adversaire. Ensuite, il y a les opérations psychologiques. Les opérations comme l'assassinat des leaders, des commandants, qui ont pour but de jouer sur les émotions de l'adversaire. Quand tu perds ton chef, dans le fond, tu te sens encore plus vulnérable. Pourquoi? Parce que tu te dis que si lui a pu perdre la vie, si lui on a pu l'atteindre, ah ben avec moi ce sera encore beaucoup plus facile. Et pour finir, on a vu les cyberattaques sur les beepers, tu vois, qui ont aussi un aspect psychologique, parce que la population libanaise a commencé à avoir peur de ses propres smartphones. Et c'est en voyant tous ces éléments-là, en les additionnant les uns aux autres, qu'on prend conscience qu'en réalité, le premier impact d'une guerre, il est émotionnel, psychologique. Et en réalité, tu vois, même si on n'est pas sur le terrain de guerre, chaque guerre dans le monde, de la manière dont elle nous est apportée, a un impact émotionnel et psychologique sur notre propre être. Raison pour laquelle notre job, en tant qu'être humain conscient, est de devenir maître de nos émotions. Et être maître de tes émotions, c'est quoi? C'est développer ton intelligence émotionnelle. Comprendre pourquoi est-ce que tu réagis ainsi à telle action. Et devenir maître de tes émotions, c'est comprendre la vraie motivation de l'action
et comprendre le mécanisme émotionnel qui se déroule à l'intérieur de ton être, cette réaction chimique émotionnelle. Et quand tu seras capable de comprendre les deux éléments, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu vois, cette vidéo-là, je voulais pas trop la faire. Parce que, dans le fond, la stratégie 0, tu vois, celle du traître, du Fredo Corleone, elle se répète un petit peu avec la vidéo précédente que j'avais faite sur les beepers. Et c'est encore confirmé là, tu vois. Mais l'idée pour moi, c'était surtout que tu comprennes que, dans le fond, une guerre, ça se joue d'abord sur l'aspect psychologique. L'idée, c'est quoi? C'est que dans une guerre, on veut faire naître la peur à l'intérieur de ton être. Et une fois que tu es soumis à cette peur, tu es dans une confusion totale. Tu es totalement perdu. Et c'est là que tu es le plus vulnérable. Raison pour laquelle, tu vois, j'ai fait cette vidéo où on a d'abord développé l'action, on a essayé de comprendre les vraies motivations, même si je suis pas sûr que tout ce que je dis soit totalement vrai, tu vois, parce que j'ai pas la science infuse. Et dans le fond, on comprend que la motivation de ces actions dans un cadre de guerre, ben, c'est de faire naître la peur chez chacun d'entre nous. Et donc pour moi, l'idée, c'est quoi? C'est que tu prennes justement conscience de l'importance de l'intelligence émotionnelle. Raison pour laquelle j'aimerais que tu écrives en commentaire IE. Tout simplement. IE. En écrivant IE, c'est un petit peu comme si tu signais le fait que tu prenais conscience de l'importance de l'émotion dans ta vie. Et que si tu n'es pas maître de tes émotions, tu seras vulnérable dans ce monde. Or, ce monde est composé de prédateurs, de gens sans pitié, et qui connaissent, qui comprennent les mécanismes émotionnels qui se jouent en nous. Et si on est vulnérable, si on fait preuve juste d'un instant de faiblesse, ils n'hésiteront pas à nous la mettre dans l'os. Raison pour laquelle, en écrivant IE, tu fais partie de ces gens qui décident de renforcer leur intelligence émotionnelle afin de ne plus être vulnérables face à ce monde de prédateurs.